Depuis des millénaires, le grand sphinx d'Égypte domine majestueusement le plateau de Gizeh. Est-il possible que cette figure énigmatique soit sur le point de rompre son silence pour nous révéler la clé de nos origines? Le sphinx est-il le gardien d'un savoir inédit? Son secret a-t-il été déjà découvert? Malgré les siècles et la curiosité qu'il éveille en nous, le sphinx reste un mystère. Sommes-nous enfin sur le point de découvrir la clé de l'énigme? Le gouvernement égyptien veut-il nous en empêcher? Peut-on imaginer que le sphinx demeure encore à l'heure actuelle le gardien d'une chambre secrète inconnue? Ou s'agit-il simplement du visage fracturé du pharaon Khéphren, comme l'affirment certains archéologues? L'Égypte va-t-elle nous révéler ses secrets les mieux gardés? Des réponses troublantes dans un instant. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous verrons qu'il est possible de retracer l'origine de la haine et de l'animosité alimentant les conflits humains à un événement unique, la division des langues à la tour de Babel. Mais sommes-nous certains que cet endroit ait réellement existé? Où sont les vestiges de cette tour? Est-il vrai qu'il fut jadis une époque où tous les hommes parlaient la même langue et appartenaient à une même race? Existe-t-il des preuves qui laisseraient supposer que des êtres humains aient construit une tour gigantesque menant aux cieux? Les études actuelles en linguistique, sociologie et archéologie peuvent-ils démontrer que les hommes, ainsi que leurs divers langages, descendent tous du même point précis dans le temps et dans l'espace? Dans la deuxième partie de cet épisode, nos spécialistes tenteront de résoudre l'énigme séculaire de la tour de Babel. Mais en premier, allons découvrir ce qui se cache sous le grand sphinx d'Égypte. Depuis des millénaires, une figure se dresse silencieuse, imposante et mystérieuse sur le plateau aride de Gizeh, en Égypte. Nous la connaissons simplement comme le sphinx. De siècle en siècle, les scientifiques, les égyptologues et les mystiques restent divisés quant à sa signification et à l'existence supposée d'une chambre secrète. La raison d'être du sphinx constitue en soi l'un des aspects les plus intrigants de cette énigme archéologique. Le sphinx existe, mais personne ne sait exactement pourquoi. La théorie la plus répandue serait celle d'un monument en l'honneur du pharaon Khéphren. Cette idée a toutefois été contestée. Les archéologues et les géologues s'accordent à dire que le sphinx remonte bien avant Khéphren. Peut-on donc envisager que le sphinx soit le dépositaire du savoir d'une civilisation plus ancienne et plus avancée, peut-être même venue d'ailleurs? Le corps de lion du sphinx et l'enceinte qui l'encadre portent des traces qui constituent, à mon humble avis, une preuve incontestable d'érosion par l'eau. Une érosion provoquée par les précipitations. Voilà qui est tout à fait incompatible avec le désert du Sahara qui a occupé cette partie de l'Égypte depuis environ 3000 ans avant Jésus-Christ, ce qui voudrait dire que le sphinx remonte probablement à bien avant 3000 avant Jésus-Christ. Une donnée qui bouleverse de fond en comble les chronologies de l'Égypte antique. Jusqu'à présent, les égyptologues et les géologues étaient convaincus que les marques d'érosion profonde étaient dues aux vents chargés de sable qui ont soufflé sur le sphinx depuis des milliers d'années. Ces marques ne provenaient certainement pas d'une érosion par l'eau. L'Égypte est, somme toute, un pays désertique. D'un point de vue géologique, c'est absolument formidable. Les recherches menées sur le plateau de Gizeh ont fait apparaître deux types d'érosion. La plupart des monuments ont été érodés par le vent et l'abrasion provoquée par le sable. Ceci, peu à peu, a fini par creuser les couches horizontales plus friables, donnant à la roche cette apparence très angulaire. Ce que l'on peut apprécier en examinant les murs d'enceinte et le corps du sphinx est de nature très différente. L'érosion a dans ce cas laissé des surfaces plus ondulantes, plus rondes. Et j'en suis arrivé à la conclusion que seules les précipitations auraient pu provoquer le type d'érosion que l'on retrouve autour du sphinx et sur son corps. L'Égypte est un désert, et ce depuis environ 7000 ans. L'Égypte a-t-elle un jour connu un climat humide? Et si oui, peut-on déterminer à quelle époque? Aujourd'hui, le plateau de Gizeh se trouve en bordure du désert du Sahara. L'Égypte n'a cependant pas toujours été une région aussi aride. En effet, à la fin de la période glaciaire, entre 10 000 et 8 000 avant Jésus-Christ, l'Égypte était pour une longue période
recouverte d'une savane verdoyante et humide, avec des précipitations fréquentes. Ce n'est qu'à partir de 3000 avant Jésus-Christ environ que le désert du Sahara a commencé à s'étendre et à occuper ce territoire. Lorsqu'on examine les marques de l'érosion sur le Sphinx, on se rend compte qu'elles ont dû être provoquées par des précipitations intenses, ce qui nous permet de dater le corps du Sphinx à bien avant 3000 avant Jésus-Christ. Autrement dit, longtemps avant l'Égypte de la première dynastie qui remonte à cette période précise. Quelque part entre 10 000 et 3000 ans avant Jésus-Christ. Voilà une marge plutôt large. 7000 ans, ça fait beaucoup d'érosion. N'y a-t-il donc pas moyen de déterminer avec un peu plus d'exactitude la date de la construction du Sphinx ? Nous avons réalisé une étude sismologique sur le Sphinx et l'enceinte autour du Sphinx avec le docteur Thomas Dobecki, expert en sismologie. Et nous avons fait des découvertes particulièrement intéressantes. Si toutes les parties du Sphinx avaient été sculptées à la même période, l'érosion en subsurface devrait être en principe régulière et égale sur les 4 côtés du Sphinx. Toutefois, ce que nous avons découvert était très différent. Sur le dos, ou la croupe du Sphinx, l'érosion était relativement superficielle. Elle était par contre beaucoup plus marquée, nettement plus profonde sur les 3 autres côtés. Ce qui indique très clairement que la croupe ou l'arrière du Sphinx a été sculptée et libérée de la roche bien plus tard que les 3 autres côtés. Certains géologues rejettent les conclusions de Schoch et ont avancé l'hypothèse selon laquelle l'érosion du Sphinx serait due à des mécanismes autres que l'érosion pluviale. Il date l'origine du Sphinx à 2500 avant Jésus-Christ et confirme donc la version généralement admise. Le Sphinx est resté enseveli sous le sable pour la majeure partie de son histoire. Les traces d'érosion sont probablement le résultat de réactions chimiques dues au contact du sable humide avec le Sphinx et des murs d'enceinte. La présence d'eau dans le sable est attribuable aux pluies intermittentes au cours des 4500 dernières années et, dans une moindre mesure, aux crues exceptionnelles du Nil. La cristallisation du sel et l'érosion de la pluie, du temps où le Sphinx n'était pas encore enseveli sous le sable, ont contribué à accentuer les traces d'érosion. Lorsqu'on étudie le Sphinx et le mur d'enceinte, il convient de clairement différencier les types d'érosion observés. Il est dès lors possible de tester les différentes hypothèses. Et la seule qui tienne la route, c'est l'hypothèse selon laquelle l'érosion de l'enceinte du Sphinx a été provoquée par des précipitations. Elles ont été provoquées par des chutes de pluie et l'écoulement qui s'ensuit, et doivent donc dater d'avant 3000 avant Jésus-Christ. Mais si c'était vrai, il devrait y avoir d'autres structures aiguisées présentant les mêmes traces d'érosion pluviale. John Anthony West, mon collègue, et moi-même avons découvert plusieurs structures qui semblent dater de la même période. Pour ne citer qu'un seul exemple, nous avons fait la découverte d'une série de tombes très intéressantes sur le plateau du Saqqara en Égypte. Celles-ci n'ont pas encore pu être datées avec exactitude, mais elles comportent des traces d'érosion très marquées qui nous laissent supposer qu'il s'agit de structures pré-dynastiques, datant de l'époque du Sphinx. Était-il donc techniquement possible de construire de telles structures à cette époque ? Qui les a construites et pourquoi ? Existe-t-il un autre moyen, une approche diamétralement opposée, permettant de déterminer l'âge exact du Sphinx ? Les textes de l'Égypte antique font maintes fois référence à un âge doré lointain qui aurait existé avant leur temps. Une période qu'ils nomment Zep-Tepi, ou le premier temps. Zep-Tepi aurait marqué le début de l'ère du Lion, en 10 500 avant Jésus-Christ, à l'équinoxe du printemps de l'âge du Lion. C'est alors que la constellation du Lion se serait élevée jusqu'à se positionner dans l'axe du Soleil. On pouvait l'apercevoir plein est, en parfait alignement avec le grand Sphinx d'Égypte. On pourrait dès lors imaginer que le Sphinx a été construit pour contempler sa propre image à l'horizon, laquelle serait apparue en 10 500 avant Jésus-Christ. Platon était le tout premier à avoir évoqué le continent perdu de l'Atlantide, et pendant plusieurs siècles, son récit était la seule source d'information concernant cette ancienne légende. Platon reste aussi le seul à nous livrer des indices sur la façon dont l'Atlantide aurait été submergée par la mer et réduite à néant. Il existe cependant d'autres textes anciens faisant allusion à des chambres secrètes et des tunnels perdus sous le Sphinx et le plateau de Gizeh. Serait-ce par pure coïncidence que tous ces textes s'accordent à dire que ces événements aient eu lieu aux alentours de 10 000 ans avant Jésus-Christ ? Il existe plusieurs sources antiques égyptiennes et autres faisant allusion à des chambres secrètes et à des passages souterrains enfouis sous le Sphinx et la pyramide de Gizeh.
Parmi ces sources d'une grande valeur historique, il y a notamment le fameux papyrus de Westcar, datant de la 4e dynastie pharaonique, lequel fait référence à un sage dénommé Jeddah, évoquant ce qu'il nomme les chambres sacrées du livre de Thoth. D'après la légende, Jeddah aurait conduit le pharaon Khéops et Khufu à l'emplacement où se trouvaient cachées des clés permettant d'accéder aux archives secrètes où étaient conservés les manuscrits. L'historien grec Hérodote, dans un texte datant de 443 avant Jésus-Christ, suite à son périple égyptien, évoque la présence sous la pyramide et bien au-delà de celle-ci, d'un immense dédale souterrain qui mènerait à l'intérieur de la pyramide. Il va sans dire que d'après ce qu'affirment Platon et d'autres écrivains de l'Antiquité, il y avait effectivement une civilisation beaucoup plus ancienne que l'Égypte et qui l'aurait en fait précédée de plusieurs milliers d'années. La question est restée inexplorée jusqu'à l'ère moderne, lorsqu'un récit fantastique de l'Atlantide a vu le jour. D'après cette version des temps modernes, lorsque l'Atlantide fut détruite aux environs de 10 500 avant Jésus-Christ, une poignée de survivants aurait voyagé vers l'Orient et seraient arrivés en Égypte. Ils auraient amené avec eux des manuscrits historiques et des objets qu'ils auraient entreposés dans une chambre secrète appelée la salle des annales de l'Atlantide. Cette salle se situerait quelque part entre le Sphinx et la rivière à l'est. Le soleil émergeant projetterait son ombre exactement entre les pattes du Sphinx. Il n'y aurait pas nécessairement de corrélation géométrique entre cette salle et les pyramides ou temples environnants. L'Égypte s'ouvre à nous comme un véritable recueil de mystères déclinés à l'infini. Si l'érosion mesurable du Sphinx est antérieure à tous les autres monuments de pierre en Égypte, alors que l'ouvrage apparaît nettement plus avancé que ceux de la 4e dynastie, cela ne prouve-t-il pas l'existence d'une civilisation avancée, longtemps avant l'avènement de l'Égypte? Détient-on des preuves concluantes appuyant l'hypothèse d'une civilisation ancienne disparue? Le gouvernement égyptien tenterait-il de faire disparaître ces preuves? Existe-t-il une chambre secrète inconnue, à proximité, voire sous le Sphinx, une chambre qui renferme un savoir et une sagesse qu'ils veulent à tout prix nous empêcher de découvrir? Il ne nous reste plus qu'à poursuivre ce voyage fantastique. L'archéologie est une science qui tente de mettre en valeur le présent en éclairant le passé, tel qu'il est démontré par les nombreuses découvertes de nos jours. Mais que faire pour distinguer le mythe de l'histoire alors qu'il ne nous reste que des légendes? La légende nous dit que la salle des archives existe si on peut la retrouver, ce que les archéologues ont jusqu'ici été incapables de faire. Thoth est le nom du dieu égyptien qui était le gardien des annales des temps anciens. Il est dit que ces écrits ont été entreposés dans une chambre secrète. Ce qui a poussé les chasseurs de trésors, en quête d'or, à pénétrer de force dans plusieurs des pyramides. À l'heure actuelle, ce n'est plus l'or qui nous intéresse, mais plutôt la recherche du passé. Et c'est pourquoi nous recourons désormais à une technologie de pointe plutôt qu'à la force brutale. En 91, Robert Schoch et John West se sont rendus sur le plateau de Gizeh en compagnie du sismologue Thomas Dobecki, dans le but de déterminer l'âge du Sphinx par l'application de techniques sismologiques. Bien qu'il ne s'agisse pas de l'objet principal de mes recherches géologiques, le travail sismologique que nous avons réalisé avec Tom Dobecki a produit des résultats très intéressants. Ce que l'on voit ici a tout l'air d'être une structure artificielle ou sculptée par l'homme, une sorte de chambre sous la patte gauche du Sphinx. Nous nous en sommes rendus compte en recourant à une technique sismologique qui consiste à créer des vibrations au moyen d'un marteau-piqueur et d'une plaque de métal et de mesurer ces vibrations une fois qu'elles pénètrent la roche et rebondissent à la surface. Est-il possible que la cavité découverte par Schoch et Dobecki devant le Sphinx soit la légendaire salle des annales? Cela fait des années que d'autres expéditions tentent de la localiser, mais en vain. La quête de la salle des annales se poursuit encore à ce jour. L'un des derniers projets en date était celui dirigé par le docteur Joseph Shore, sous les auspices de l'Université de Floride. Ce projet rendu public il y a 2 ans avait pour objet de dresser un plan de tout le plateau de Gizeh, au moyen d'un radar à détection souterraine.
Mais malheureusement, les autorités égyptiennes ont très vite mis un terme aux recherches et aux efforts du Dr Shore. Shore s'est montré peu enclin à parler de ce qu'il avait pu découvrir jusqu'ici. Il a toutefois émis des commentaires lors d'une récente conférence. Son groupe aurait, d'après lui, détecté une zone souterraine anormale à une dizaine de mètres sous le Sphinx. Il a décrit cette cavité souterraine comme une chambre faisant à peu près 8 mètres sur 12 et avec des parois d'environ 16 mètres de haut. En 1996 et 1998, ces gens de l'université de Floride sont venus avec un radar pour essayer de découvrir ce qu'il y a sous le Sphinx. Dans la proposition de projet, ils affirmaient qu'il y aurait une chambre sous le Sphinx, ainsi qu'un long tunnel reliant la Grande Pyramide et la Pyramide de la Reine, la plus petite pyramide qui se trouve du côté est de la Grande Pyramide. Ils voulaient commencer à forer et nous leur avons donné l'autorisation de forer à proximité de la Grande Pyramide. Et pendant un mois, ils ont foré partout sans le moindre résultat. Si ce radar fait apparaître une anomalie, il y a des personnes fantaisistes qui vont tout de suite aller penser qu'il s'agit d'une salle ou d'une chambre. Mais pour nous, il s'agit tout simplement d'une fissure naturelle. Est-il possible que la légendaire salle des archives se trouve ailleurs que sous le Sphinx? Y a-t-il d'autres emplacements possibles pour cette chambre secrète? Et dans ce cas, où donc pourrait-elle se trouver dans l'immensité du dédale égyptien? Je suis convaincu que les bâtisseurs de Thoth se sont servis de plans hautement sophistiqués qui ont dérouté la force brute des barbares autant que les dernières technologies de nos scientifiques contemporains. Thoth a eu recours à l'art ancien de l'illusion. Les pyramides et le Sphinx sont là pour nous induire en erreur. Des trompe-l'œil merveilleux, certes, mais qui restent néanmoins des trompe-l'œil. Ce vers quoi ils nous mènent, ce qu'ils nous indiquent, est une représentation de la totalité du complexe de Gizeh. Et il nous faut dès lors le considérer comme un tout. Les égyptologues ne sont pas plus certains de l'existence d'une chambre secrète à proximité du Sphinx qu'ils ne le sont à propos de son âge, estimé à 4500 ans. D'après les indications du radar, il n'y a rien sous le Sphinx. Et la salle des archives ne serait ni plus ni moins qu'un mythe. Si l'on découvrait effectivement une salle des archives, cela permettrait d'établir que la civilisation égyptienne est antérieure à la date généralement acceptée de 5000 ans. On comprend dès lors cette tendance des égyptologues à éluder les preuves scientifiques d'érosion pluviale découvertes sur le site, car cela mettrait en cause le fondement même de la version officielle de la civilisation égyptienne. Qu'est-ce qui pousse les égyptologues à réagir de la sorte? La possibilité d'une ancienne civilisation bien antérieure à la date supposée de l'avènement de la civilisation égyptienne risque-t-elle d'ébranler le tissu même de leur culture? Pense-t-il qu'il s'agit d'une conspiration visant à renverser tout ce que l'Égypte représente? Pourquoi certains hauts fonctionnaires égyptiens voient-ils la quête de la salle comme quelque chose d'important et de dérangeant à la fois? Une telle salle des archives pourrait constituer un lien entre notre monde et qui sait, un autre monde similaire qui aurait existé avant le déluge et qui a accompagné la dernière période glaciaire. Les preuves scientifiques mènent à croire que le Sphinx est beaucoup plus ancien que nous le pensions. Serait-ce le chaînon manquant pour établir l'existence d'une civilisation disparue? Si une civilisation antédiluvienne sophistiquée, comme l'Atlantide par exemple, devait laisser un témoignage de son histoire, un témoignage qui ne serait compris que d'une société ayant atteint un niveau de développement similaire, on peut facilement imaginer qu'ils aient pris certaines dispositions pour protéger leur témoignage de l'âge des ténèbres qui s'annonçait, où personne n'aurait pu comprendre la portée de leur développement. Un tel témoignage historique resterait un mystère jusqu'à l'avènement d'une autre civilisation éclairée. Dans le célèbre roman de science-fiction intitulé Un cantique pour Leibowitz, l'auteur Walter Miller Jr. présente sa vision d'un monde futur, post-apocalyptique, dans lequel on retrouve des fragments de notre monde actuel qui ont survécu à un holocauste nucléaire. Il s'en faut de quelques centaines d'années à peine pour que l'humanité sombre une fois de plus dans la barbarie. Une poignée de moines cloîtrés s'efforce de combattre les effets d'une amnésie culturelle généralisée. Malheureusement, la confrérie a égaré les clés leur permettant de comprendre leur mystérieux aïeux. L'on y voit un moine consacré passer toute sa vie à soigneusement enluminer de dorure un vulgaire schéma de circuit électronique. Une idée toute simple comme la nature cyclique de l'histoire, le fait d'imaginer que nous avons déjà traversé tout ça, peut nous aider à comprendre pourquoi autant de monuments et de prouesses énigmatiques datant des temps anciens dépassent les limites de notre savoir contemporain.
Est-il possible que nous soyons dans la même situation que le moine en train de décorer de dorure un schéma insignifiant? Ou y a-t-il réellement quelque chose d'une valeur inestimable caché au fond de ce caveau mystérieux? Le fait est que le gouvernement égyptien semble faire tout ce qui est en son pouvoir pour entraver ou empêcher la découverte de la chambre secrète. Mais en admettant qu'une telle chambre secrète existe quelque part sous le plateau de Gizeh, pourquoi les chercheurs et les explorateurs montrent-ils donc autant d'acharnement à la tâche? Et si c'était juste une autre chambre vide? Il est fort possible qu'une civilisation très ancienne et très sage ait pu présager l'arrivée d'un âge des ténèbres qui durerait plusieurs millénaires et pris ses dispositions pour laisser à la postérité un message, une espèce de capsule témoin qui serait à même de survivre la longue période entre la fin de son ère et une ère future qui atteindrait un niveau de développement similaire. Et si c'est le cas, on peut difficilement exagérer l'importance d'un tel message. Depuis le tout premier récit de l'Atlantide par Platon, le continent perdu a suscité maintes controverses. Son lien avec l'Égypte n'a jamais été mis en cause, outre le fait que les lignes du temps se sont avérées être d'une précision étonnante. En admettant que des vestiges du continent englouti y aient abouti, est-il raisonnable de penser qu'ils n'auraient sauvé que leurs propres annales? Je pense qu'à l'intérieur de cette chambre, nous trouverons le témoignage historique d'une civilisation depuis longtemps disparue. Une civilisation qui a vécu des milliers d'années avant les prédictions actuelles des archéologues. Ces écritures auraient pu être gravées sur des plaques de métal malléables, semblables à celles de la mer Morte. Peut-être ces manuscrits évoquent-ils la fin de l'Atlantide. Les possibilités sont infinies. Il n'y a pas lieu de chercher des chambres secrètes pour trouver des preuves d'une civilisation avancée en Égypte. Il n'y a pas lieu non plus d'en attribuer la création à un peuple venu d'ailleurs. Les preuves sont là, droit devant nos yeux, sur le plateau de Gizeh et dans d'autres régions d'Égypte. Le savoir de cette civilisation ancienne est transmis par la tradition orale des populations indigènes d'Égypte. Lorsqu'on examine la boîte à outils dont les anciens Égyptiens se seraient soi-disant servis pour créer ces objets fantastiques, nous ne trouvons rien qui puisse les expliquer. Ils sont incapables de créer ces contours minutieux, ces surfaces lisses et extrêmement précises. Le docteur Abdel Hakim Ayhan est à la fois un égyptologue formé en Occident et un gardien de la sagesse tribale transmise de génération en génération depuis des siècles au sein de sa tribu indigène. Le sphinx a été sculpté dans une roche naturelle. Et même avant qu'il ne fût sculpté, les gens venaient ici pour puiser les ondes positives que dégageait ce rocher. Et d'après notre tradition, ce rituel autour des ondes positives a commencé il y a près de 56 000 ans. Mais même s'il est vrai que le sphinx a commencé par n'être qu'un affleurement naturel de roches calcaires, un endroit recelant un pouvoir naturel mystérieux, quand, comment et surtout pourquoi ce rocher a été sculpté sous la forme que nous lui connaissons actuellement? Le sphinx a été sculpté en 3 étapes. D'abord la tête, puis l'avant et finalement l'arrière. Dans l'ensemble, il a probablement fallu une trentaine d'années pour sculpter le sphinx à partir de la roche. Il a fallu déplacer des blocs de roche calcaire pesant plus de 80 tonnes chacun pour sculpter le sphinx. Et ces blocs ont ensuite servi à la construction du temple. Revenons un instant à la boîte à outils égyptienne qui aurait servi à lever et déplacer ces masses. On y trouve des cordes, des rampes, des leviers, une main-d'œuvre énorme et une quantité immense de temps. Étaient-ce vraiment les seuls outils dont on disposait pour la construction du sphinx et de son temple? Nous pensons qu'ils aient pu recourir à des techniques d'ultrasons pour sculpter le sphinx, outre une sorte de système antigravité servant au levage et au déplacement des blocs. Un dispositif ancien qui servait à créer une vibration sonore, laquelle produisait à son tour un champ électromagnétique à même de neutraliser la force de gravité. Ce disque à ultrasons, manipulé par un artisan qualifié, a servi à construire les enceintes. C'est à croire que la recherche moderne a généré davantage de questions que de réponses. Et l'énigme du sphinx, pour paraphraser Winston Churchill, reste voilée dans son mystère. Existe-t-il une chambre secrète appelée la salle des annales et qui serait la gardienne de l'histoire et de la sagesse des âges? Il est possible qu'un événement ou une circonstance imprévue finisse par nous livrer les secrets du sphinx. Entre-temps, les chercheurs continuent à fouiller le désert de fond en comble en quête de réponses.
Mais le sphinx maintient son silence tel qu'il l'a fait depuis des millénaires. This method are obvious. Not only may the body be promptly released if necessary, but with all viscera removed in continuity, the examiner has an opportunity to study each viscous and organ system in anatomic relation to the other. Dissection begins after the entire organ mass.